Comment mieux financer l'engagement? Ça sera la dernière table ronde de cette matinée. Comment accompagner les femmes entrepreneurs, financer les énergies vertes, aider la recherche. Des banques, des investisseurs et des fonds ont des projets, mais malgré les efforts constatés ces dernières années, les citoyens s'interrogent encore sur la sincérité de ces engagements et sur leur efficacité. Alors ont-ils raison de douter? Les accords internationaux sont-ils inutiles? Les investisseurs ou les grandes entreprises se sont-ils offerts des vertus d'affichage, ou peut-on au contraire penser qu'à force de volonté, ils parviendront à réconcilier les intérêts financiers avec des idéaux communs? Pour une économie engagée, c'est l'objet de cette discussion. Isabelle Gounin-Lévy m'a déjà rejointe, journaliste à LCI, et vous invitez donc vos panélistes à venir. À tout de suite. Voilà, donc on va terminer cette matinée. Comme vous le constatez, le programme a été un peu chamboulé. On va la terminer donc rapidement. Hein. Évidemment, je vais demander à mes invités, on va peut-être dire moins de choses que ce qu'on avait prévu de dire. Vous me pardonnerez, bien sûr. Alors avec nous, donc, Olfa Malège, donc vous installez, vous êtes directrice des produits, solutions et conseils de la banque Neuflize OBC. Vous rejoint également Fanny Picard, vous êtes fondatrice et présidente d'Alter Equity. Avec nous Bertrand Dumont, vous êtes directeur général adjoint du Trésor. Vous remplacez Odile Renaud-Basso, malheureusement, qui a été empêchée. Et avec nous également Stanislas Potier, vous êtes directeur de l'investissement responsable d'Amundi. Également, donc, en lieu et place de Yves Perrier, lui aussi également empêché. Voilà. Alors, et Naïm, bien sûr, Naïm Aboujaoudé, PDG de Candriam, est également parmi nous. Alors, je voulais vous proposer de faire un premier tour de table. Notre thème, c'est mieux financer l'engagement. Alors, est-ce que ça veut dire que justement, cet engagement, jusqu'à présent, il était mal financé? C'est sous-entendu finalement hein, dans le thème de cette table ronde. Et puis ensuite, regardez justement, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos projets très concrets justement pour mieux financer cet engagement? Alors, un premier tour de table, on va commencer peut-être avec honneur aux dames, avec vous, Fanny. Est-ce que jusqu'ici, on finançait mal cet engagement, qu'on l'appelle d'ailleurs, alors avec des noms, vous avez tous un jargon ISR, RSE, d'autres termes encore, ou impact d'ailleurs. Hein, vous parlez davantage d'impact. Expliquez-nous, Fanny. Alors, ce qu'on appelle impact aujourd'hui, c'est l'idée d'investir dans des entreprises avec l'intention de produire un impact positif pour la société et plus particulièrement probablement pour les personnes ou pour l'environnement. Il faut rester positif. Disons qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui pourrait être fait, on peut probablement faire beaucoup mieux pour financer l'engagement, à la fois en termes de... Donc c'est le thème volume. Mieux financer, c'est vrai, hein, on peut faire mieux, quoi. Hein. Voilà, clairement. Je pense qu'on peut clairement faire beaucoup mieux pour mieux financer l'engagement, à la fois en termes de volume, et puis probablement aussi, et progressivement, en termes de nature d'impact. Est-ce que vous voulez que j'entre tout de suite dans les détails de ce que je pense? Oui, parce qu'on a malheureusement peu de temps, hein, je suis désolée. Ok. Aujourd'hui, je comprends par exemple qu'en France, l'investissement socialement responsable représente de l'ordre de 8% de la capitalisation boursière de la place de Paris. C'est déjà très bien, mais c'est pas du tout assez, puisque ça veut dire que 92% des entreprises ou des investissements dans ces entreprises n'ont pas d'impact positif ou pas spécifiquement en dehors de ceux attachés à l'activité économique de façon générale ou générique. En ce qui concerne l'impact, qui va encore plus loin, nous représentons probablement... alors, l'impact s'applique plutôt à des entreprises, à des investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Le financement impact, dont nous faisons partie dans le fonds que j'ai créé, Alter Equity, représente aujourd'hui moins de 1% du private equity, de l'investissement dans des entreprises non cotées en France. Donc, il faut faire beaucoup plus en termes de volume. Et puis, en termes de nature d'impact, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le ministre a parlé de l'enjeu de la décarbonation. Il est absolument majeur. Je fais partie de ceux qui pensent, même si c'est très ambitieux, absolument nécessaire que les gros gestionnaires d'actifs, les fonds souverains, les structures de retraite, on n'en a pas beaucoup en France, s'engagent de façon vraiment radicale et importante sur la décarbonation et la neutralité carbone. Il y a beaucoup d'autres angles qui peuvent être pris. On a parlé de capacité des parents. Jacques Attali parlait de la capacité des parents de penser à un meilleur avenir pour leurs enfants. Ça passe par l'éducation, ça passe peut-être aussi par la question du logement. Le coût du logement a énormément augmenté en France. Comment faire en sorte que les personnes aient accès à leur logement sans que le pouvoir d'achat soit par trop diminué?
etc. Il y a un certain nombre de sujets. On pourra entrer dans des modalités techniques et je suis sûre que nos amis gestionnaires d'actifs le feront. Ils vont vous répondre justement sur le fait d'aller vers davantage d'économie décarbonée. D'abord, je voudrais qu'on vous écoute, Olfa. Donc, pendant longtemps, c'était finalement les institutionnels qui venaient sur l'ISR. La nouveauté, c'est que ce sont aussi maintenant les clients particuliers. Il y a quelque chose qui se passe, ça bouge. Tout à fait. En plus des clients institutionnels, on remarque que les clients privés, les clients particuliers viennent de plus en plus sur ce terrain d'investissement responsable. En effet, il y a différents types de produits. Il y a les produits à impact dont Fanny parlait, qui sont un degré supérieur par rapport aux investissements socialement responsables, parce qu'on peut mesurer l'impact, c'est leur particularité. Il y a aussi la philanthropie, qui est vraiment la partie la plus lointaine du spectre, où on s'engage pour une cause sans attendre un retour financier. Mais vraiment, la nouveauté, c'est que les clients privés commencent à être de plus en plus conscients de cette thématique et ils deviennent eux-mêmes demandeurs de ce type de solution. Et ce qui est très intéressant également, c'est que les jeunes générations sont encore plus sensibles à cette thématique que la génération des parents ou des grands-parents. Ah ben les millennials, ils sont vraiment demandeurs de sens et ils ont conscience de la préservation de la planète, que c'est un enjeu très important. On en a déjà parlé largement ce matin. Tout à fait, tout à fait. Non seulement les millennials, qui est cette nouvelle génération de gens riches, mais même j'ai vu dans certains entretiens les petits-enfants qui incitent leurs grands-parents, lors de successions notamment, d'aller vers des investissements socialement responsables. Les millennials dont vous parlez, Isabelle, vont encore plus loin parce qu'ils ne veulent plus se contenter, par exemple, de faire des dons. Ils veulent eux-mêmes choisir les projets dans lesquels ils veulent s'investir. Ils sont très investis, par exemple, dans l'entrepreneuriat social. Donc, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on pensait et ce qu'on attend. Et c'est vrai que les banques n'avaient pas nécessairement cette réputation d'être l'acteur économique le plus engagé. Mais aujourd'hui, les banques vraiment ont pris conscience du rôle qu'elles peuvent jouer et elles vont accompagner toute cette nouvelle demande des clients quand il y a la conscience côté client, mais vont faire aussi ce travail d'éducation à certains clients pour les inciter, pour leur apprendre un petit peu la différence entre les différents produits, leur expliquer, leur donner cette confiance, parce qu'ils cherchent aussi une certaine confiance dans le système pour y aller et pour s'engager davantage. Oui, c'est vrai que les banques se sont engagées donc, à adopter une stratégie charbon axée sur un calendrier global de désengagement. Paris Europlace de faire beaucoup de choses, créer également donc, un observatoire des réalisations des acteurs de la place financière de Paris. Donc on le voit qu'effectivement les banques ont cette prise de conscience finalement qui se fait. Naïm, je voudrais qu'on vous entende, vous, Fanny tout à l'heure finalement on disait qu'il faudrait que les gestionnaires de fonds fassent davantage de choses à vers une économie davantage décarbonée. Est-ce que vous avez, vous, conscience de cette urgence? Est-ce que vous avez le sentiment de faire assez de choses pour financer cet engagement ou peut-être pas encore assez? Non. Peut-être il faut juste remettre un peu les choses en place. On parle de financer l'engagement. On parle de combien d'encours ou d'argent? C'est 30 trilliards qu'il faut pour faire face aux engagements des ODD. Ce qu'on appelle SDG, les 17 qui ont été décidés en 2015. Il faut 30 trilliards, ça veut dire 30 000 milliards. C'est 10 fois le GDP de la France. Et pour assurer la transition énergétique en Europe, parce que tout le monde en parle, c'est 250 milliards par an, donc 3 trilliards dans les 10 ans qui viennent. Ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est de ça qu'on parle. Nous, en tant que société, on a la chance d'avoir commencé il y a 20 ans, quand on parlait de ce qu'on appelle l'ESG ou l'ISR, en 2006-2007, on criait dans le désert. Il n'y avait personne qui nous écoutait. Je suis très content de voir que tout le monde, et surtout ce matin, on a entendu tous les panels, on est tous d'accord que la planète rentre dans le mur. La question, c'est comment bouger la trajectoire. Comment éviter le mur, quoi, voilà. Il faut essayer d'éviter le mur, et peut-être on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Et pour ça, je crois que c'est un engagement collectif. C'est-à-dire qu'il faut que les États interviennent vite. Ils le font, mais il faut aller encore une étape plus loin. Il faut que les entreprises aussi prennent conscience, et elles le font, parce qu'aujourd'hui, 95% émettent un rapport, ce qu'on appelle un RSE. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était à peine 20%. Mais il y a ensuite, comment on fait pour orienter l'épargne,
court terme, vers le long terme et vers de l'impact. Et pour ça, je pense que le Trésor et par exemple le ministère des Finances et l'Europe aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement au niveau français, au niveau des assureurs qui représentent 1700 milliards, réduire le capital réglementaire quand on investit dans l'impact. Aujourd'hui, ça coûte 45%. Ce débat est ouvert on en parle depuis des années. Il faut aller plus loin. Quand on va dans l'impact, il faut donner de l'incentive. Il faut inciter l'investisseur final. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On investit dans l'impact, il n'a aucun incentive, il n'a pas d'incitation fiscale pour le faire. Les assureurs n'ont pas d'incitation fiscale, les fonds de pension n'ont pas d'incitation. Il faut faire une incitation fiscale. Il faut éduquer, former, et donc si on ne le fait pas tous ensemble, on ne va pas réussir. Alors justement, Bertrand Dumont, qu'est-ce que vous répondez? Donc on vous interpelle, on a besoin du régulateur. Que fait le régulateur? Alors, moi, je pense que le point de départ qui est un point positif, c'est le foisonnement des initiatives qu'on voit depuis plusieurs années, et on voit qu'il y a une prise de conscience très forte. Donc la question, c'est moins de savoir s'il faut mieux financer l'engagement. Je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut le faire. Comment on le fait? Et le point de départ, c'est donner de la clarté, je pense, à la fois aux acteurs financiers, aux épargnants, aux investisseurs. Et ça passe par des outils, par une classification des investissements. Alors on a parlé de l'ISR, on sait qu'il y a aussi des discussions au niveau européen assez importantes pour parvenir à une taxonomie, c'est-à-dire distinguer les actifs selon leur impact sur l'environnement, donc pour que tout un chacun, lorsqu'il investit, quand un acteur financier, un épargnant investit, sache dans quoi il met son argent. Donc cette clarification, elle est indispensable si on veut que ce soit possible, et aussi pour générer la confiance dans ce type d'investissement. Après, est-ce qu'il faut y ajouter encore un avantage fiscal? Moi, je suis plutôt en désaccord parce que je pense que c'est plutôt ce genre de projets qui doivent trouver leur équilibre financier et que les investisseurs, les épargnants doivent trouver la logique en fait dans la démarche qu'ils font. Mais c'est le dernier point que je voudrais faire, et ça boucle avec un point que faisait Bruno Le Maire il y a un instant. On voit que ça peut évidemment pas être fait dans un cadre strictement national, mais que c'est forcément dans une démarche européenne, voire internationale, parce que ces acteurs sont en compétition les uns avec les autres, les investisseurs d'eux-mêmes, et donc il faut donner une clarté globale si on veut que ce financement de l'engagement soit possible. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Après, je voudrais qu'on donne la parole à Stanislas. Un commentaire rapide. On est tous d'accord, il faut la taxonomie. Ça veut dire quoi, taxonomie? C'est classification de ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Ce qui est dommage aujourd'hui, je le dis ici, mais on a démarré en 2017 à parler de la taxonomie. On devait la mettre en place à partir de 2020. Pour des raisons de manque d'engagement, cette décision de taxonomie est retardée jusqu'à fin 2022. Donc, pour démarrer et parler d'engagement, il faut déjà dire de quoi on parle. Et cette taxonomie, au niveau européen, c'est pas au niveau français, au niveau européen, on n'arrive pas à se décider sur ce qui est vert, ce qui n'est pas vert. Donc, c'est ça, on n'a pas tous les mêmes labels. Il faudrait déjà qu'on ait peut-être le même label, ce serait plus facile. Ah bah les pays européens ne pensent pas tous la même chose. C'est pas une découverte géopolitique, c'est le quotidien de la négociation bruxelloise. Oui. Et nous, on a quand même un label assez élevé. Bon, il y a d'autres qui font encore mieux que nous quand même. Hein. Par exemple, quel pays? Quel pays font encore mieux? La Belgique, c'est ça? Oui, alors la France, enfin, un rôle moteur dans un certain nombre de domaines, par exemple le premier État qui s'est engagé en créant de la dette publique verte, hein, une OAT verte avec un encours de près de 20 milliards d'euros, qui finance la dépense publique fléchée vers l'action environnementale du gouvernement. On voit que c'est un grand succès auprès des investisseurs, c'est un vrai produit qui n'a pas d'avantage fiscal, qui fonctionne très bien, et c'est une démarche qui a été suivie aujourd'hui par plusieurs autres États européens. Donc c'est aussi en étant un peu innovant dans l'initiative, je pense qu'on pourra faire progresser ce genre de causes, et aussi peut-être en étant systématiquement dans la proposition faite aux épargnants. Vous savez que dans le cadre de la loi Pacte et dans le cadre de l'assurance vie, ce qu'on a mis en place, c'est une obligation pour ceux qui gèrent cette assurance vie, les assureurs, de proposer aux épargnants un produit soit environnemental, soit à responsabilité sociale lorsque les décisions de placement sont prises. Donc de l'innovation et de l'incitation. Oui, parce qu'on est quand même le premier pays donc, émetteur pour les green bonds aujourd'hui. Hein. On émet beaucoup de green bonds en France. Alors, donc, dites-nous, Stanislas Potier, comment vous voyez les choses, vous, de votre côté, hein. Donc, je rappelle que vous travaillez donc, chez Amundi. Amundi, donc, un gérant de fonds important. Est-ce que vous avez le sentiment que cet engagement est suffisamment financé, que vous avez les outils pour le faire par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors,
tout dépend ce qu'on appelle engagement. Je pense que la finance responsable, de façon générale, elle est en route, si je puis dire. Les changements sont fondamentaux dans le secteur depuis, on va dire, 2-3 ans, et dans la gestion d'actifs aussi, parce que finalement la société réalise que la finance est au cœur de l'allocation des ressources. Elle a un pouvoir de prescription très fort sur les agents économiques, que ce soit les entreprises ou les individus, et à l'intérieur du monde financier, les actionnaires, et que nous représentons, puisque ce sont nos clients pour le compte desquels nous investissons et nous gérons des fonds, les actionnaires ont un pouvoir déterminant. C'est eux qui possèdent les entreprises et qui sont au conseil d'administration. Alors, l'engagement, nous, on le considère comme étant la façon de travailler avec les entreprises pour les faire progresser dans leur performance globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'on doit être capable de les apprécier, de les noter, de les évaluer. On doit être capable de discuter avec elles, de connaître les bonnes pratiques dans un secteur, d'essayer de voir ce vers quoi on peut aller, de pousser le rythme. On doit le faire de façon globale. L'univers d'investissement d'Amundi, c'est 9000 valeurs dans le monde entier. On gère 1500 milliards pour le compte des clients qu'on a un peu partout. Et donc, ça veut dire qu'on investit partout. Alors, ça veut dire que c'est compliqué à faire, d'évaluer tout le monde, d'essayer d'avoir des éléments de comparaison et de pousser dans la bonne direction. Et en même temps, ça donne une responsabilité très importante, parce que ça veut dire que quand on fait quelque chose, quand on ouvre une voie, on a un impact sur le marché, on est capable de faire bouger le marché. Je pense qu'on n'a pas besoin de fiscalité. Parce que la logique, comme l'a très bien rappelé Bertrand Dumont, c'est la logique d'intégration. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à regarder un certain nombre de critères, et maintenant, on va juste les regarder. Et donc, on va évaluer la pertinence de projets économiques, de projets d'entreprise, de modèles d'affaires, au gré de l'ensemble de ces indicateurs. Et de temps en temps, on a besoin que les signaux du marché intègrent un certain nombre d'externalités. Donc, on voit clairement qu'un prix du carbone, ça aiderait tout le monde, mais je dissocierais ça du discours classique sur la fiscalité. Après, effectivement, nous qui agissons partout, on a tout intérêt à ce qu'on parle le même langage. Donc, à Bruxelles, c'est sûr que les discussions sont difficiles. On va sans doute arriver peut-être à un accord politique, je suis un peu plus optimiste, sur un cadre général avant la fin de l'année, qui donnera des grandes lignes. Et la taxonomie dans le détail, alors là je suis d'accord, on risque de la voir un peu reculer. Moi, je me satisferais grandement d'un cadre général, parce que plus on va dans le détail, il faut voir qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement dynamiques. On a plein d'innovations dans le monde de la responsabilité, que ce soit sur les sujets environnementaux, climatiques ou sociaux. On a plein d'innovations techniques, on a plein d'innovations d'entreprise, on a de l'innovation financière, et à chaque fois qu'on pose un cadre trop précis, il empêche ça. Et en fait, il est toujours en arrière de la main, et on ne va pas assez vite, on pourrait aller encore plus vite. Donc, c'est très bien d'avoir un cadre réglementaire, on peut s'appuyer dessus. De temps en temps, on a besoin d'incitation, c'est vrai, hein, on a besoin d'obligations, mais ne pas aller trop loin pour laisser la liberté aux acteurs économiques de démontrer ce qu'ils savent faire. Et sur les labels, bon, juste un commentaire, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Il faut quand même reconnaître que parfois, les autorités françaises sont un peu schizophréniques, puisqu'on a un label vert sur les fonds verts, mais il interdit le nucléaire. Et pourtant, c'est quand même une industrie que la France a beaucoup poussée et qui est sans doute un élément indispensable à la transition énergétique, si on veut que tout le monde ait accès à une énergie de masse disponible en permanence, et décarbonée bien sûr. Et on faisait référence au label belge. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit un bon label, entre guillemets. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des bons labels ou des mauvais labels. Les labels peuvent être intéressants dans la mesure où ils peuvent rassurer sur un certain nombre d'engagements qui sont audités par un tiers, etc. Et ça peut être un élément de confiance, notamment dans le marché privé. Mais en même temps, parfois, ils ont une logique très moralisante, d'exclusion, de stigmatisation, qui n'est pas forcément bonne ni pour l'intérêt de l'épargnant, ni pour favoriser et gérer la transition, ce qui est l'urgence d'aujourd'hui. Alors, on arrive malheureusement à la conclusion de cette table ronde. On va faire un dernier tour de table, justement, pour finalement, je voudrais vous demander en quelques mots quelles sont vos préconisations pour mieux financer cet engagement, notamment peut-être des projets concrets que vous avez pu mettre en place. Je sais que vous travaillez, Naïm, avec, par exemple, Cage. Il y a des choses très concrètes que vous faites. Fanny, on démarre avec vous. Nous avons créé le premier fonds de private equity visant à soutenir l'intérêt général par l'investissement. Et concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement, et leur demandons
en plus, de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, le tout en recherchant un rendement de marché dynamique pour nos souscripteurs, donc sans renoncer au rendement. Je voudrais juste faire une petite remarque pour saluer l'adresse avec laquelle vous avez composé ce panel, parce qu'on critique et on dit qu'on veut aller plus loin et qu'il faut aller plus loin, et on le fait parce qu'on le pense, mais je voudrais saluer le fait que Amundi, représenté aujourd'hui par Stanislas Potier, est parmi les 10 plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux, le seul qui se soit engagé intégralement à évoluer vers l'ESG et l'ISR. C'est très important. Saluons en plus le fait qu'Amundi est le seul gestionnaire d'actifs français et européen parmi les top 10 des gestionnaires d'actifs. Neuflize s'est engagé depuis plus de 10 ans sur ces sujets d'ISR. Candriam est un acteur majeur de ces sujets, à la fois avec des investissements de plus de 40 milliards en ISR et en train de créer le premier fonds de fonds impact, ce qui est absolument majeur. Bertrand Dumont a rappelé un certain nombre de points soutenus par le gouvernement français et qui sont extrêmement positifs. Donc je crois qu'il y a quand même des belles initiatives. Fanny Picard a lancé le private equity avec un agenda RSE formidable, vraiment, et avec un alignement de la rémunération et de l'intéressement des managers des entreprises dans lesquelles elle investit sur ces questions-là. Bravo, personne ne l'avait fait avant toi. Donc la finance devient verte, c'est sûr, la finance verdit, vous en êtes la preuve. Bertrand. Non, simplement peut-être citer 2 priorités. Une priorité, faire progresser la façon dont les entreprises sont plus transparentes sur leur impact environnemental, leur impact social. C'est le cas aujourd'hui en France. Il faut qu'on promeuve cet agenda au niveau européen. Ça me paraît absolument essentiel. Et deuxièmement, faire en sorte qu'à Paris, la place financière continue à être dans le lead sur ces sujets pour innover, proposer des nouvelles solutions. Ça, c'est vraiment déterminant si on veut conduire ce chantier du financement de l'engagement. Naïm, oui. L'éducation est clé. Nous, on a créé une académie qui s'appelle Candriam. C'est un e-learning qui est gratuite. On a mis en place pas mal de partenariats avec des universités. On vient de lancer avec Kedge, mais aussi avec Toulouse et Polytechnique. Et maintenant avec Imperial et d'autres universités anglaises. Et donc l'éducation, former le consommateur, c'est clé, changer les attitudes, c'est clé. Et on a pris une autre initiative dans l'ESG, en plus de faire de la gestion engageante avec les compagnies, on prend 10% des revenus de nos fonds ESG pour les investir dans des projets sociétaux aussi. Donc voilà. Donc beaucoup de choses concrètes qui sont faites. Olfa, pour vous aussi, le concret, ça vit chez vous ? Tout à fait. Moi, je dirais même que l'engagement fait partie intégrante dans notre stratégie aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de raison d'être des entreprises. Nous, on veut être une banque meilleure pour les générations à venir. Notre premier pilier de notre stratégie, il ambitionne d'accompagner mieux nos clients dans leur transition vers un avenir plus durable. Donc, ça devient vraiment intégré à notre business model. Aussi le fait que nous sommes une banque européenne, c'est vrai que notre maison mère est ABN AMRO aux Pays-Bas, ça crée des synergies et on s'inspire des bonnes pratiques dans tous les pays. Il y a une vraie dynamique positive et on essaie de la répliquer un petit peu partout. Si je regarde maintenant plus en détail les projets qui nous sont très chers, d'abord en tant que banque, on a la chance d'avoir 2 leviers. Le levier du financement, on finance les entreprises, même si à l'échelle de Neuflize OBC, on est sur les entreprises de taille moyenne, mais c'est un levier très important parce qu'on s'est engagé à financer la transition énergétique, les énergies renouvelables, on a créé un secteur de développement durable et je pense que beaucoup de banques françaises sont engagées dans cette même direction. Et on fait appel à nos investisseurs, aux épargnants, pour leur montrer toute la palette de produits. On a parlé d'ISR, bien évidemment, mais on a aussi un mandat d'impact. Alors, il y a les fonds de private equity à impact, mais à ma connaissance, on est l'une des premières ou les seules banques privées à proposer un mandat d'impact qui peut permettre à l'investisseur de mesurer l'impact de tous ces investissements sur la société, sur l'environnement, etc. Et enfin, une autre mesure très phare pour nous, c'est celle de la philanthropie. Nous avons créé un fonds de dotation pour accompagner nos clients dans leur action philanthropique et de mécénat. C'est une structure dont les frais de fonctionnement sont pris en charge intégralement par la banque, la structuration, tout ça pour faciliter l'action de nos clients et leur permettre davantage d'engagement.
Merci beaucoup, Olfa. Vous terminez, Stanislas, vous menez beaucoup de projets justement dans l'économie sociale et solidaire au niveau d'Amundi. Oui, alors en fait, on a adopté un plan à 3 ans en fait, et qu'on doit mettre en œuvre de façon complète d'ici la fin de 2021. Et fondamentalement, l'engagement le plus important, c'est quand même de changer la façon dont le business est fait dans notre métier. Alors, et nous nous inspirons bien évidemment de gestionnaires comme Candriam ou d'autres qui nous ont ouvert la voie, qui ont été très innovants dans les solutions responsables mises en place. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est, pour un gros industriel comme nous, passer ce qu'on dit 100% ESG. Grosso modo, c'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois qu'une décision d'investissement est prise par n'importe quel gestionnaire chez nous, sur n'importe quel type de fonds et dans n'importe quelle classe d'actifs, eh bien, que systématiquement, les sujets, les critères ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance, éthique, soient pris en compte. Et que ça détermine le profilage de nos fonds. Alors, en marge de cet engagement fondamental et qui aujourd'hui nous amène à changer la culture de tous les gérants pour que, encore une fois, on ne parle pas uniquement d'investissement socialement responsable, mais que sur n'importe quel investissement, il soit responsable. On va continuer d'être innovant et on va continuer évidemment d'avoir des solutions plus ciblées sur le climat, sur les engagements sociaux aussi. Et vous le citiez à l'instant, essayer de continuer une voie qu'on a ouverte, alors là aussi en private equity, d'impact sur les territoires notamment, avec un fonds Amundi Solidarité qui existe depuis quelques années, qui aujourd'hui environ a investi 260 millions d'euros en France dans des projets particulièrement impactants. Mais là, je dirais l'impact est facile à mesurer parce qu'on est dans une classe d'actifs private equity où le profilage des projets dès le départ a une volonté d'impact. Donc on sait ce qu'on mesure, on va pouvoir le vérifier tout au long de la vie de l'investissement. C'est beaucoup plus difficile quand on est sur des actions, des obligations de grosses entreprises, mais on travaille évidemment à le faire. Je pense que le changement qui est à l'œuvre dans l'industrie, puisqu'on n'est pas, même si on ouvre la voie pour les très gros gestionnaires d'actifs, on n'est pas seul, il est fondamental parce qu'encore une fois, c'est un changement culturel. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'applaudir tous nos intervenants.